Bien, merci à toutes et à tous de participer à ce second webinaire d'InnoGouv, cette fois-ci sur les premiers résultats de l'enquête quantitative 2024-2025. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous donner un petit peu le programme de comment les choses vont se dérouler. Donc tout d'abord, il y aura une introduction pour vous présenter à la fois le projet, mais surtout la méthode et quelques repères économiques très importants qui sont issus déjà des résultats de l'enquête. Ensuite, nous nous pencherons sur des données de gouvernance, puis d'innovation et enfin de performance durable, pour à la fin faire une petite synthèse et une conclusion, sachant qu'aujourd'hui, ce sont des données relativement brutes, même s'il y a eu des traitements. On n'a pas fait de lien entre les variables du tout pour l'instant, et il nous reste encore quelques petites vérifications à faire sur quelques caves. Donc, il se peut que les chiffres changent légèrement, mais pas de manière essentielle dans la totalité. Étant donné aussi un point important, que nous avons fait un questionnaire auprès des unions SICA et que la restitution sera faite ultérieurement. Donc aujourd'hui, c'est centré sur les caves coopératives. Donc en guise d'introduction, je voulais rappeler que les coopératives ont un rôle central dans la réalisation des objectifs de développement durable, que ce sont des acteurs clés dans beaucoup de secteurs agroalimentaires, et notamment dans le secteur du vin en France, où elles représentent au moins 40% de la production totale. Qu'elles peuvent avoir des capacités d'innovation, parfois très importantes, parfois moins importantes, assez variables, et qui leur donnent aussi à ce moment-là des facteurs qui sont des facteurs de compétitivité, et que François Grimer, il y a déjà plus de 5-6 ans, avait mis en avant l'importance des aspects de gouvernance dans les coopératives vitivinicoles, d'innovation et aussi de durabilité comme des enjeux clés du futur pour ces structures-là. Donc le projet InnoGouv s'étend de 2023 à 2027 et vous voyez l'équipe. Alors, il y a aussi plus d'enseignants-chercheurs que ça. On va dire c'est le groupe ramassé du noyau dur, si l'on peut dire, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des doctorants qui participent au projet. Donc Leïla Temri, qui est ici présente, qui vous présentera notamment les aspects de performance durable et de RSE. Geoffrey Enjolras, qui n'est pas ici, mais qui a participé et qui continue à participer évidemment très activement à la partie quantitative, qui est enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes. Yannick Koudou, qui est ici présent et qui est donc ingénieur d'études sur le projet. Philippe McLanehan, qui a fini son contrat depuis quelques jours, quelques semaines, mais qui continue à nous aider, qui est aussi ingénieur d'études, qu'on espère retrouver bientôt dans le projet. Mohamed Makraz, qui est doctorant et qui présentera une bonne partie des innovations, notamment variétales, et Issiar Pavez, qui est ici présente, qui n'est plus maintenant ingénieur de recherche sur le projet, mais qui est depuis septembre dernier enseignant-chercheur à l'Institut agronomique méditerranéen et qui continue à être extrêmement active sur le projet InnoGo. Donc, nos partenaires sont le réseau des fédérations régionales et nationales de la coopération agricole et viticole, bien entendu. Et peut-être parmi vous, il y en a-t-il qui participent, qui sont directement des responsables de ces fédérations. Nous avons aussi travaillé de manière très rapprochée avec l'ICV, l'Institut coopératif du vin, en matière d'élaboration de questionnaires et puis ensuite d'administration du questionnaire. On pourra y revenir dessus. Avec l'INRAE Transfer qui est en train de commencer une étude sur l'analyse de cycle de vie organisationnel dans une cave coopérative. Et puis, bien entendu, et ça c'est essentiel, le Haut Conseil de la coopération agricole avec lequel nous avons un partenariat de confidentialité sur les données économiques des coopératives vitivinicoles. Merci au HCCA. Aussi avec l'Association nationale de la révision qui nous partage un certain nombre de données sur l'Observatoire de la gouvernance dans le secteur coopératif vinicole. Merci à l'ANR. Et les douanes et droits indirects avec qui on a un accord du secret sur les données de production des caves coopératives. Donc, l'objectif scientifique du projet, c'est de comprendre comment la gouvernance coopérative est susceptible de contribuer au développement des innovations technologiques, mais aussi organisationnelles dans les caves coopératives et dans quelle mesure ces innovations peuvent influencer la performance durable. L'objectif plus pratique du projet, c'est vous apporter un benchmark, c'est vous aider d'une manière ou d'une autre, de manière généraliste ou peut-être plus précise,
ainsi que vos adhérents, à relever le défi d'une gouvernance qui est un peu plus tournée vers l'innovation et aussi vers la durabilité, que ce soit en amont ou en aval. Donc, tout d'abord, on va commencer par la méthodologie de cette enquête, très importante. Donc, nous sommes servis de bases de données existantes dont j'ai parlé, mais surtout, nous avons élaboré un questionnaire avec les responsables professionnels, notamment Joël Bouey, le président de la Fédération des vignerons coopérateurs de France, mais aussi l'ICV, mais aussi des réviseurs, mais aussi donc des directeurs, dont je sais certains sont là, de CAF coopératives, pour administrer un questionnaire, donc, sur la gouvernance, les innovations et la performance durable auprès de l'objectif étant de 200 à 220 CAF coopératives sur toute la France. Vous voyez là l'ensemble des coopératives qui sont concernées, qui existent à l'heure actuelle. Alors, on a sorti de cet échantillon, en fait, les coopératives qui sont purement des prestations de services. Elles sont essentiellement en Champagne, ce qui fait à peu près un peu moins de 450 coopératives potentiellement touchées par l'enquête. Et vous voyez maintenant en rouge s'afficher les CAF coopératives qui ont participé à l'enquête, qui ont répondu. Nous sommes allés les voir très majoritairement. Quelques enquêtes ont été faites en visio, mais je dirais au moins 80% ont été faits en présentiel. Et elles concernent donc tout le territoire. On va le détailler un peu plus. Nous avons fait un échantillon qui doit être représentatif par bassin de production. Donc voilà un petit peu le détail de notre échantillon. 10 enquêteurs ont participé à l'enquête de l'Institut coopératif du vin et de l'Institut Agro Montpellier. 416 caves coopératives ont été contactées, c'est-à-dire plus de 90% d'entre elles, puisque potentiellement nous pouvions, avec la Champagne compris, contacter 446 caves coopératives. Et vous voyez le résultat, sur les 446, l'objectif, on peut dire, est atteint, puisque nous avions un objectif à peu près de 200 à 220. Nous en sommes maintenant, et ça sera à peu près terminé, peut-être à une unité près, à 217 CAF coopératives. Donc ça, c'est le questionnaire et l'enquête est terminée depuis fin avril. Donc nous avons atteint cet objectif. Vous voyez le détail par bassin. Nous avons fait un échantillonnage représentatif en fonction de la taille des coopératives. Nous avons essayé de répartir le nombre de coopératives par quartile de taille pour avoir quelque chose de représentatif sur le territoire. Et vous voyez que nous sommes à 100% ou 96%, 98% des objectifs que nous allons détailler. Vous voyez un peu la répartition. Je ne vais pas détailler tous les nombres, mais voilà, on a une présence sur l'ensemble du territoire. Donc, on va vous donner quelques repères économiques maintenant sur les premiers chiffres à caractère économique sur les caves coopératives et l'enquête que nous avons réalisée. Tout d'abord, les surfaces en production. Ceux qui ont participé le savent, nous avons demandé à la fois les surfaces totales et les surfaces en production. Par ailleurs, nous aurons aussi les surfaces et les volumes de la part des douanes, mais là, nous vous présentons les chiffres qui ont été donnés par les caves coopératives enquêtées. Donc, vous pouvez voir chaque quartier qui représente 25% de la population en effectif, mais vous voyez que les plus petites caves ont une taille moyenne de même pas 120 hectares, et les plus grosses, le dernier quartile qui représente le quart le plus gros, ont une taille moyenne de plus de 1600 hectares. Et la courbe rouge, c'est le pourcentage des surfaces concernées. Ça veut dire que 25% des caves ne représentent que 4% des surfaces. Par contre, quand on arrive au quartile 4, c'est-à-dire 75% des caves correspondent à 43% des surfaces, et c'est le dernier quartile où il y a une grosse concentration de surface, effectivement, puisque 25% de plus de caves coopératives nous donnent 100% de l'échantillon. La taille moyenne étant autour de 740 hectares par cave, avec des variations assez importantes par bassin de production. Le volume moyen récolté, c'est à la récolte 2022. Le volume moyen est légèrement supérieur à 40 000 hectos sur les 217 caves coopératives enquêtées. Vous voyez les moyennes qui ont été faites en fait par bassin de production.
Donc voilà, des différences de moyenne en fonction des bassins, des régions, des stratégies évidemment. En moyenne, les caves de Champagne sont en dessous, en tout cas celles que nous avons enquêtées, sont en dessous de 20 000 hectos. Les caves du Sud-Ouest en moyenne sont plutôt au-dessus des 70 000 hectos. Les caves du Languedoc sont autour de 50 à 57 000 hectos. Et vous voyez ensuite les autres qui sont quand même à des niveaux un petit peu inférieurs, plutôt entre 30, 40, 45 000 hectos avec une récolte. Là aussi, nous aurons plusieurs années de récolte avec les douanes et nous pourrons lisser les productions. Le chiffre d'affaires moyen de l'ensemble de l'échantillon en 2022, enfin 2022-2023 plus exactement, est de un peu moins de 11 millions d'euros. Avec, vous le voyez aussi, des répartitions par classe de chiffre d'affaires. La plus petite classe, c'est moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais nous avons plus de 80 caves qui sont dans ce cas-là. Et à l'inverse, la plus grosse classe, c'est au-delà des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous avons uniquement 6 caves. Et vous voyez la courbe en vert qui nous donne le pourcentage de cumul du chiffre d'affaires. Donc, on a deux classes qui sont de moins de 5 millions jusqu'à à peu près 10 millions d'euros, où nous avons déjà énormément de caves coopératives. On peut dire déjà presque les trois quarts, en fait, hein, mais qui ne représentent que à peu près un tiers, 35% du chiffre d'affaires total. Donc, on a beaucoup de petites structures et quelques beaucoup plus importantes. On a voulu se pencher aussi sur les surfaces et les surfaces irriguées. Alors là, on a une approche aussi cartographique qui peut être intéressante et évidemment, on a le détail, les chiffres précis. Mais vous voyez ici, par exemple, un gradient de pourcentage de surface irriguée sur la surface totale. Bon, il est évident que dans les régions septentrionales, l'irrigation n'est pas autorisée, n'est pas nécessaire. Et puis on voit un gradient dans les bassins de production du sud. Le plus foncé est supérieur à 20% des superficies. Nous avons là, dans ce cas-là, à la fois le Languedoc et la Corse. Et puis les autres vignobles, notamment la vallée du Rhône-Provence, qui est entre 10 et 20%, et la partie plutôt sud-ouest, Bordelais-Aquitaine, qui est comprise entre 10 et 20%. En ce qui concerne la commercialisation, vous avez vu un chiffre d'affaires moyen autour de 10 à 11 millions d'euros, avec de grosses variations d'une cave à l'autre, bien entendu. De manière globale, on a un type de conditionnement qui est presque à 50-50 entre le conditionné et le vrac, en pourcentage du chiffre d'affaires, un peu plus de vrac, un peu plus de 50%, 51%. Ça varie beaucoup selon les bassins. Nous avons encore des vérifications à faire et donc ce n'est pas encore terminé. Mais nous voulions faire un focus sur l'export. Donc c'est quand même un point important, tout le monde le sait, c'est quand même un facteur de compétitivité. Et au global, on a à peu près 15% des caves, enfin 15% du chiffre d'affaires qui part à l'export, mais vous le voyez sur cette carte avec des variations quand même assez importantes puisque là, vous avez un gradient, plus on va vers des couleurs foncées en vert, plus on a un taux d'export important. Le taux d'export le plus important est supérieur à 20% et c'est dans le bassin Champagne. Voilà, et vous pouvez voir que il y a des bassins intermédiaires qui sont à peu près à 15 à 20% du chiffre d'affaires à l'export. Là, c'est du chiffre d'affaires direct. Évidemment, il peut y avoir des unions, des structures complémentaires qui exportent aussi, bien entendu. Donc, les bassins intermédiaires sont plutôt les bassins Val-de-Loire Centre, Bourgogne, Beaujolais, Savoie, Jura, Alsace-Est et Cognac. Et les bassins de production du Sud sont plutôt en moyenne, évidemment, puisque ça dépend des situations des caves ensuite, plutôt inférieurs en pourcentage, que ce soit dans le Sud-Ouest, en Languedoc-Roussillon, en Vallée du Rhône, etc. Et maintenant, nous allons passer aux résultats des enquêtes quantitatives de manière plus précise et en premier sur la gouvernance. Ok, merci Louis-Antoine. Donc, après avoir vu le cas général de l'étude et la méthode d'enquête et quelques aspects économiques, je vais vous présenter un aspect central de notre étude, à savoir le profil de la gouvernance des caves coopératives. Et nous allons voir successivement qui sont les adhérents,
qui prend les décisions et surtout quelle est la place des femmes et des jeunes dans cette gouvernance. Donc, nous commençons donc par le profil des adhérents. Donc, sur près de 30 000 adhérents, nos données montrent que seulement 17% des adhérents sont des femmes et 16% sont des jeunes de moins de 40 ans. Et un élément essentiel à remarquer, c'est la douce sous-représentation au niveau des jeunes. En effet, parmi les femmes, il ressort que 3% seulement des femmes sont des jeunes femmes, donc des femmes de moins de 40 ans. Et même au sein des femmes, seulement 18% sont jeunes, avec le graphe croisé par genre et âge juste à côté. De même que chez les hommes, il ressort également que 15% des hommes qui adhèrent ont moins de 40 ans. Et donc, cela montre une base coopérative vieillissante et très masculine. Aussi, nos données montrent aussi que cette tendance se confirme, voire s'amplifie lorsqu'on observe le profil des dirigeants, proprement dit, au niveau des présidents et des directeurs. Donc, quand on regarde qui dirige les CAV, on constate, le constat est encore plus net. Sur l'ensemble des CAV enquêtés, 97% des présidents sont des hommes et seuls 5% ont moins de 40 ans, avec un âge moyen global de près de 54 ans. Cela confirme donc une gouvernance installée, mais peu renouvelée en termes de diversité au niveau de la présidence. Du côté des directeurs, déjà, près d'un quart, sinon plus d'un quart des cadres enquêtés sont sans directeur. Et nos données montrent qu'il y a un peu plus de femmes dans les postes de direction, avec un taux d'environ 14% et 9% de moins de 40 ans du côté des directeurs. La tendance générale reste quand même la même. La gouvernance reste très dominée par les hommes et reste également très âgée. L'âge moyen des directeurs étant autour de 49 ans. Et lorsque nous combinons les deux postes de direction, les femmes occupent à peine 8,8% des postes de responsabilité et les jeunes, quant à eux, seulement 7% de ces postes. Donc, cela montre clairement que cette gouvernance au niveau des cadres coopératives est, est très, très masculinisée et masculine et la part des jeunes reste encore très faible. Ce qui relève donc un défi clair pour préparer l'avenir des cadres. Il est essentiel donc de favoriser la relève générationnelle et l'inclusion des femmes dans les organes de pouvoir. Voilà. Et donc, un regard aussi au niveau des conseils d'administration sera donc présenté par lui, Antoine, qui va suivre. Alors effectivement, un point important, c'est aussi la taille du conseil d'administration, des organes de gouvernance et du conseil d'administration. En pourcentage du nombre de cas, vous voyez qu'en proportion, la part la plus importante, quasiment un tiers, ce sont des conseils d'administration qui sont de 11 à moins de 15 membres, donc c'est quand même plutôt des conseils d'administration resserrés. La taille moyenne, elle est à 14. Par contre, on a quand même à l'opposé des conseils d'administration qui peuvent être de plus de 20 administrateurs. Donc là, ça commence à faire un nombre assez conséquent. C'est à peu près 15% du total. Voilà. Et puis, on a aussi des conseils d'administration extrêmement resserrés, finalement, à 10 administrateurs au plus, ce qui est le cas dans à peu près un quart des caves. Ce qui est important aussi dans un conseil d'administration, au-delà du président, du directeur, c'est la place des femmes et des jeunes. C'est intéressant de voir un petit peu si c'est en relation avec ce qu'on a vu précédemment. Pas très loin, ça dépend, mais un peu plus, c'est quand même un peu plus important, la place des jeunes et des femmes. On a à peu près 11% de femmes dans les conseils d'administration, ça varie beaucoup d'une cave à l'autre, et on a à peu près 20% de jeunes dans les conseils d'administration. Il faut aussi remarquer, on n'a pas fait des stats, mais on pourra les faire ultérieurement, bien entendu, qu'il y a des administrateurs stagiaires qui ne sont pas comptabilisés dans le nombre de jeunes ou de femmes et qui peuvent être présents mais ne pas participer aux décisions qui seront ensuite très certainement des administrateurs.
Mais on peut voir qu'avec cette proportion, le pouvoir décisionnel des jeunes et des femmes est quand même encore assez limité, surtout au regard aussi de ce qu'ils peuvent représenter dans la population. Alors, on l'a vu, hein, dans la population, c'est pas forcément énorme, mais certains nous ont dit qu'il y avait quand même une tendance au rajeunissement et un petit peu à la féminisation. On peut regarder aussi dans les organes de gouvernance, en conseil d'administration ou en bureau, quelle est la part de la présence de parties prenantes externes, c'est-à-dire d'individus ou de structures qui sont extérieures à la CAF coopérative et qui viennent plus ou moins régulièrement en conseil d'administration participer, alors évidemment pas voter, pas prendre de décision, mais apporter des informations ou participer à la réflexion. On voit que dans les conseils d'administration, bah, il y a quand même deux tiers des caves qui n'ont pas de présence de parties prenantes de manière régulière ou non régulière, mais il y a quand même un tiers, hein, on peut le dire, c'est quand même un chiffre relativement important qui implique des parties prenantes dans la réflexion des conseils d'administration. Dans les bureaux, mais c'est pas étonnant, ce sont des organes plus refermés, où on a donc plus de 80% des caves qui n'ont pas du tout de présence de parties prenantes externes et quelques-unes, donc, qui peuvent avoir épisodiquement des interventions extérieures dans la réflexion du bureau. Quelque chose d'extrêmement important aussi, ça ce sont des organes, on va dire, plus informels parce qu'ils ne sont pas directement statutaires, mais ils sont très présents, ce sont les commissions et les groupes de travail. Les commissions, vous voyez, on a presque 70%, en tout cas plus des deux tiers des caves coopératives qui ont des commissions, donc vraiment une tendance très importante. Et puis, on a dans les groupes de travail, hein, qui peuvent être sensiblement comme les commissions, plus opérationnels parfois, avec une présence plus importante de salariés, on a un tiers des caves qui ont des groupes de travail. Dans les commissions, on peut faire un focus sur les types de commissions et on voit très généralement que plus de la moitié des caves, en fait, ont des commissions techniques vignobles. Ça, c'est pas très étonnant. L'amont est évidemment très important. À l'inverse, on a des commissions foncières qui sont peut-être en progression, mais on n'a pas vraiment la dynamique, mais qui sont encore très peu présentes, à peu près 10%. On avait posé la question sur les commissions femmes, il n'y en a pas en tant que telles. Et puis vous le voyez, il y a tout un gradient avec notamment les commissions animation, communication, vente directe qui sont très présentes, ainsi que les commissions investissement notamment, alors qui parfois sont un peu ponctuelles, mais qui sont assez récurrentes, à près de 40%. Voilà ce qu'on peut dire sur ces aspects de gouvernance. Et nous sommes maintenant à votre écoute pour les premières questions de cette première partie, que ce soit des questions écrites ou des questions à l'oral. Bonjour, Patrice Montagnier, Villeneuve d'Ambrial. Oui. Oui, Est-ce que vous avez regardé, vous avez parlé des jeunes, la représentation des jeunes dans les conseils d'administration, vous avez aussi le graphique avec la représentation des femmes. Est-ce que vous avez croisé pour savoir les hommes et les femmes de moins de 40 ans dans les conseils d'administration? Est-ce que vous êtes allé déjà jusque-là ou pas pour voir si c'était à peu près identique ou si c'est du 80-20? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas de chiffres pour l'instant. Je ne sais pas s'il y allait, tu as regardé ça, mais oui, je n'ai pas d'idée. on n'a pas vu ces chiffres d'abord, mais nous travaillons toujours, on va les faire sortir très bientôt et dans le rapport final, vous les aurez sûrement. On n'a pas regardé ce chiffre. Et ma deuxième question, c'était bien évidemment là, l'objectif, c'est d'avoir un postulat pour faire un bilan. Est-ce que dans le colloque, enfin, ou le prochain les éléments en fin d'année, il y aura des débuts de réponses, hein, en tout cas des actions proposées pour améliorer ces résultats-là sur la gouvernance? Comment arriver à attirer des jeunes, attirer des femmes? Est-ce qu'il faut aller chercher des gens dans les écoles? Enfin, vous voyez, de quelle Mm. manière arriver à être dans l'action et pas uniquement dans le bilan? Est-ce que ça, c'est prévu? Nous avons prévu, après ces présentations qui sont générales, hein, que ce soit sur le qualitatif et le quantitatif, effectivement, de revenir vers toute la profession en proposant
D'abord, éventuellement, dans un premier temps, aussi des présentations un peu plus à la carte, on le verra à la fin, mais par bassin, par territoire, etc. Je pense que ça peut aussi faire réfléchir. On s'est dit aussi qu'il serait intéressant d'organiser des réflexions suite à ce bilan, des sortes d'ateliers en fait, hein, pour réfléchir à l'avenir des structures coopératives, voilà, et aux stratégies, notamment sur l'amont, mais aussi pourquoi pas sur l'aval et sur la durabilité. Au-delà, effectivement, des diagnostics. Alors là, c'est vraiment un premier diagnostic, donc il est assez général. Il faut quand même l'approfondir. Et puis, en faisant les liens, je pense qu'on pourrait proposer des pistes de réflexion à ces occasions-là. Il est prévu aussi, en fait, de faire des présentations plus ciblées. Là, on a parlé du sociétariat très rapidement, mais on a plus de chiffres que ça. On a des chiffres par bassin, on a des évolutions, on a des tendances. Voilà, donc ça, il faut approfondir ça. Ça peut nourrir des présentations spécifiques et du coup, des réflexions spécifiques, effectivement. Donc ça, c'est prévu à partir, et notamment d'ailleurs en lien avec l'ICV, plutôt à partir ou les fédérations, ou les organisations qu'ils voudront, bien entendu, à partir de la fin de l'année, de la fin de cette année, après les vendanges, quoi, en fait. Euh, oui, oui, monsieur Seissé ou madame Ney. Oui, 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 oui. Oui, donc à André Serré, donc oui, Oui. je rebondis un petit peu sur cette représentativité donc, des conseils d'administration en tant que jeunes et les dames, hein, mais est-ce que ça ne correspond pas à la pauvreté de nos vignerons, hein, c'est-à-dire une sous-représentation des jeunes et des dames hein, dans la population des vignerons et des vigneronnes? Mm. Voilà, Oui. j'essaie d'analyser par rapport à Montréal, je me dis 10 ou 20% de jeunes et 10 ou 20% d'exploitants, fait de vignerons, c'est à peu près, Mm. c'est peut-être plus que ce qu'il y en a réellement aujourd'hui dans nos exploitations, malheureusement. Ouais, Eh parce oui. qu'on a remarqué que il y a plus de femmes exploitantes qu'avant, Mm. mais c'est un peu, comment dire, ça tord un peu le fonctionnement parce que c'est la prise de la suite de l'exploitation par l'exploitante, suite au départ à la retraite de l'exploitant. Oui, 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 oui. Ça, beaucoup Donc, nous l'ont dit, ça. Oui, 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 voilà. absolument. Donc, du coup, c'est plutôt, ça continue avec l'exploitant, mais la représentation se fait par l'épouse. Oui, Mais oui. au-delà de ça, il n'y a pas forcément d'engagement supplémentaire, vous voyez. Et donc, même ces chiffres-là, on pourrait quelque part aussi voir qu'ils sont un peu moins représentatifs encore au Oui, niveau féminin. tout à fait. D'ailleurs, on vous a pas montré, mais on a des chiffres, il faudra approfondir ça, sur le questionnement qu'on a posé concernant les nouveaux adhérents et les tendances. Alors, nouveaux adhérents, c'est-à-dire venant de l'extérieur, hein, pas des renouvellements dans le sociétaire actuel, sur le nombre et si c'était justement des hommes, des femmes ou des plus jeunes ou pas. Et donc là, il y a des choses intéressantes et qui aussi sont à étudier, je pense, par bassin de production, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes dynamiques et les mêmes situations économiques, hein. Donc oui, 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 si, si, il y a des choses effectivement, et vous avez raison, c'est en bonne partie révélateur de ce qui existe dans le sociétariat plus largement. Une chose quand même qui est à remarquer, c'est que dans le sociétariat, il était parfois difficile, et ça c'est tout à fait compréhensible, pour les caves de nous donner un peu le détail entre hommes et femmes et surtout avec les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de sociétés maintenant, voilà, qui se sont montées, bien entendu, des exploitations sous forme sociétaire, et on n'a pas automatiquement le genre, le sexe de la personne qui est à la tête, qui est reconnue chef d'exploitation ou pas, ou gérant. Donc c'est un peu plus difficile aussi, ça, ce détail-là. OK, Mais nous merci pour avons vos une questions. question de, de Bernard qui demande si nous avons évalué la part de membres des conseils d'administration qui ont suivi une formation à la fonction d'administrateur. Alors, c'est pas exactement ça qu'on a, mais on a une approche. On sait qu'on a demandé aux CAF coopératives quelles étaient celles qui
proposer, organiser des formations pour les administrateurs et est-ce que les administrateurs y participaient? Par contre, on n'a pas le nombre ou la proportion des membres du CA qui ont fait ces formations, mais on a quand même, voilà, et puis on a eu la même question sur les adhérents. Est-ce que vous proposez aussi des formations aux adhérents? Donc on a quand même des idées un peu précises sur voilà, la participation des administrateurs, pas forcément le nombre, ça c'est vrai. Mais bon, c'est quand même déjà une idée. Alors encore une fois, on vous a présenté des choses sur la gouvernance qui sont assez globales, hein, sur l'échantillon et avec peu d'indications par bassin de production. Mais bien entendu, on va fouiller ça et on fera à la fois d'autres présentations où on pourra vous proposer des restitutions et des réflexions à partir de ce qu'on a, notamment par évidemment bassin de production. Innovation maintenant. Donc, on va donner la parole à Mohamed Makraz et puis à Leïla Temri. Ok, donc rebonjour. C'est Mohamed Makraz. Je présente comment dire des aspects liés à l'innovation variétale. Et ma collègue Laila Temri, il va faire de même pour l'innovation numérique. Et ensuite, je vais revenir pour présenter quelques chiffres sur l'innovation organisationnelle. Déjà l'innovation variétale dans notre contexte, c'est comment dire, c'est l'introduction et le développement comment dire des variétés qui sont, comment dire, qui sont adaptés au changement climatique et résistants au changement, résistants aux maladies et adaptés au changement climatique. Avant de parler des nouvelles variétés eux-mêmes, on va commencer par parler de l'impact du changement climatique sur les caves. Donc là, comme on voit sur ce premier graphique, on voit que, comment dire, que l'impact du changement climatique est une réalité bien établie, puisque 95% des caves enquêtées disent qu'ils sont impactés, déjà impactés. Toutefois, il y a quelques variations entre bassins de production. Donc là, en dessous, on voit par exemple la Bourgogne. Là, il y a 100% qui disent qu'ils sont impactés. Et de l'autre côté, il y a la Charente-Cognac, où que la moitié disons qu'ils sont impactés par le changement climatique. Donc là, on va se pencher sur les éléments de production qui sont impactés par le changement climatique. En premier, au niveau national et au niveau régional. Donc là, on a pris l'exemple de trois régions. Donc là, au niveau national, l'élément le plus touché, par ordre d'importance, en premier, on a le rendement. Ensuite, le cycle de développement de la vigne. Et en trois, on a la date de maturité. Donc là, si on parle de la Champagne, c'est pas la même chose. On voit en premier, c'est le cycle de développement de la vigne. Ensuite, la date de maturité, et le degré d'alcool. Et par contre, pour les deux bassins viticoles, donc l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon, ils sont un petit peu au sud. Donc là, l'élément le plus touché par le changement climatique, c'est le rendement. Ensuite, c'est la date de maturité. Là, on a de plus en plus des dates de maturité qui sont plus précoces. Et en trois, on a le degré alcool. Donc là, la question centrale comment dire, de cette partie, c'est la plantation des nouvelles variétés. Donc là, si on voit ici à gauche, sur le graphique à gauche, la part des caves qui ont dit avoir planté des nouvelles variétés. Donc là, en rouge, on voit au niveau national, on a 47% des caves qui ont déjà planté des nouvelles variétés, donc à peu près la moitié. Sinon, ici, on voit aussi clairement une variation d'un bassin à l'autre. Donc là, en dessus, on voit le sud-ouest avec 77% qui ont planté des nouvelles variétés comme un maximum. Et de l'autre côté, on voit la Bourgogne avec 17%, donc 17% des caves qui ont déjà planté de nouvelles variétés. Sur l'autre graphique, on voit la part, comment dire, la part des caves qui ont planté ces nouvelles variétés depuis moins de 3 ans, moins de 10 ans plus tôt. Donc là, si on prend le niveau national, sur les 47% qui ont déjà planté des nouvelles variétés, 81%
ils l'ont fait depuis moins de 10 ans. Donc là, on voit une tendance qui se dessine dans les 10 dernières années. Donc là, on a cette carte qui montre les bassins viticoles avec des cercles qui représentent la superficie plantée en nouvelles variétés. Donc là, on voit clairement que, comment dire, au top 1, c'est le Languedoc-Roussillon avec 759 hectares. Ensuite, on a la vallée du Rhône avec 251 hectares. Et en 3, le sud-ouest. Donc là, en total, sur toutes les caves enquêtées, la superficie totale, c'est de 2187 hectares. Donc là, si on fait quelques statistiques descriptives sur la superficie plantée, donc on trouve que en moyenne, c'est 11,75 hectares qui sont plantés par cave, avec une médiane de 5 hectares. Donc cela signifie que 50% des caves enquêtées, bah, ils plantent moins de 5 hectares, et l'autre moitié, bah, plus de 5 hectares. Et là, on a comment dire, le maximum, donc c'est 82. Et c'est une cave du Languedoc-Roussillon, et le minimum, c'est 0,15 hectares, et c'est une cave en Champagne. D'accord, donc là, sur ce diapo, donc, je vais traiter les nouvelles variétés les plus fréquentes lors des enquêtes réalisées. Donc là, on voit que la taille des cercles, elle est proportionnelle à la superficie plantée par une nouvelle variété donnée. Donc là, on voit en premier, on a le floréal qui arrive en premier avec une superficie de 260 hectares. Ensuite, on a le Sauvignon gris avec une superficie de 230. Et après, ben, on a le Vidocq avec une superficie de 63 hectares et le Grenache gris avec une superficie de 50 hectares. Donc là, si on raisonne par rapport à l'origine, comment dire, des nouvelles variétés et la manière du développement de cette variété, donc on se trouve en premier avec des variétés résiduaires développées par l'INRAE. Donc on a le Floréal, le Voltis, l'Artaban et le Voltis. Et ensuite, on a les variétés bouquets, donc ils sont toujours sous un numéro. Et en trois, on a certaines variétés étrangères. Donc, on a comment dire, une variété espagnole, donc le Verdejo, le Niluccio, c'est une variété italienne, et le Monarque. Donc là, si on voit les variétés en général, donc là, j'ai oublié de dire, mais là, la couleur aussi nous permet de distinguer entre les variétés qui sont pour des fins de résistance aux maladies, qui sont en orange, et on a les variétés en vert qui sont à vocation d'adaptation au changement climatique. Donc déjà, on voit un équilibre en nombre entre les deux. Entre les deux. Voilà, donc là, on passe à une logique par bassin. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple de deux bassins. Donc j'ai pris le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine. Donc là, si comment dire, on note Languedoc-Roussillon en couleur bleue pour les variétés qui existent comment dire, en Languedoc-Roussillon. On voit qu'il y a un équilibre entre ceux qui sont adaptés au changement climatique et ceux qui sont résistants aux maladies. Par contre, si en Aquitaine, on voit que principalement les nouvelles variétés qui sont plantées en Aquitaine sont principalement destinées à la résistance aux maladies. Donc, plutôt. Donc, pour cette diapo, on va présenter les besoins et les freins. Donc, pour les besoins, donc, ce sont les éléments qui sont pris en considération par les caves lors du choix de planter une nouvelle variété. Donc là, au niveau national, donc, on a ici trois besoins qui sont classés par ordre d'importance. En premier, on a la qualité onologique. Ensuite, la résistance aux maladies. Et en trois, l'adaptation au changement climatique. En Champagne, on a en premier la résistance aux maladies, en deux la qualité onologique
et en trois, l'adaptation au changement climatique. Là, en langue de quotient, on a en premier la qualité onologique. Donc là peut-être cela est dû en langue de quotient, on a plutôt plus d'IGP que d'AOP. Donc on pense que les caves, ils sont libres par rapport à la plantation de certaines nouvelles variétés. Donc la priorité pour eux est de séduire le consommateur. Ils se concentrent plus sur la qualité onologique. Ensuite, il y a le potentiel agronomique, bien sûr. Et en trois, la résistance aux maladies. En trois, on a l'Aquitaine. Donc, en premier, on a la résistance aux maladies. Donc là, ça coïncide avec la remarque qu'on a mis dans la diapo précédente où les caves en Aquitaine, ils plantent plutôt des nouvelles variétés qui sont à vocation de résistance aux maladies. En deux, on a la qualité onologique et en trois, le potentiel agronomique. De l'autre côté, on a les freins. Donc là, au niveau national, en premier, on a les cahiers de charges d'appellation, bien évidemment. Et en deuxième, on a l'acceptation des vins aux consommateurs. Et en trois, la disponibilité et le coût des plants. Donc là, si on raisonne par bassin, pour la Champagne, en premier, on a le premier frein, c'est les cahiers de charges de l'appellation. En deux, c'est la disponibilité et le coût des plants. Et en trois, c'est autre contrainte réglementaire, à savoir les autorisations des nouvelles plantations. Par contre, dans le loc de Grossion, donc en premier, on a l'acceptation des vins par les consommateurs. Et là, ça coïncide aussi avec le besoin. Dans le loc de Grossion, en premier, le premier besoin pour les caves lors du choix d'une nouvelle variété, c'est la qualité onologique. Ensuite, en deux, on a le cahier de charge des appellations. Et en trois, on a la disponibilité des plants. Donc, en dernier, on a l'Aquitaine. Donc, le principal frein là-bas, c'est le cahier de charge d'appellation. Ensuite, l'acceptation des vins par les consommateurs. Et en trois, donc, aucune nécessité d'introduire des nouveaux cépages. Donc là, pour cette diapo, donc, on va se pencher sur l'attitude des caves par rapport aux nouvelles variétés. Donc là, on a une cave sur trois, où c'est la cave qui prend la décision d'expérimenter. Ensuite, on a une cave sur quatre qui voit ou qui pense que les nouvelles variétés ont un potentiel de valorisation. Ensuite, on a une cave sur trois qui est satisfaite des premiers résultats agronomiques. Et on a aussi une cave sur trois qui envisage d'utiliser des cépages étrangers et deux caves sur quatre qui envisagent d'utiliser des cépages anciens, locaux, mieux adaptés au changement climatique. Et enfin, on a deux caves sur quatre qui pensent que le catalogue français est adapté à la situation actuelle. Donc, c'est bon pour ma partie. Donc là, je passe la parole à ma collègue Laila pour traiter le sujet de l'innovation numérique. Alors, donc la première question pour laquelle on s'était interrogé, c'est pour quelle fonction les coopératives innovent-elles en numérique? Donc, on a distingué l'innovation qui se produit à la vigne. Donc, sans surprise, c'est un peu une confirmation du qualitatif, hein. On voit que c'est la gestion de la traçabilité, près de 79% des caves qui innovent pour la gestion de la traçabilité en numérique. Le parcellaire numérique en second qui arrive, hein, donc on a des logiciels qui tracent le parcellaire numérique. Ensuite, on a près de 50% qui ont des stations numériques, 27% qui adoptent aussi des outils d'aide à la décision pour traiter les maladies, 18 cartographies de gestion, et très peu, par contre, innovent ou s'équipent en capteurs et en pilotage de l'irrigation. Donc, avant tout, on voit bien que les principales fonctions sont pour la gestion de la traçabilité et le parcellaire numérique. On a quelques données aussi sur les noms des outils, donc on n'a évidemment pas proposé ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui sont achetés par qui, est-ce que c'est depuis moins de 3 ans, et comment les viticulteurs sont aidés
accompagner pour l'utilisation de ces outils. Ensuite, on a des outils, alors ça c'est la suivante, donc à la cave. Donc on voit là aussi que c'est la gestion des apports qui arrive en premier, ce qui n'est pas étonnant non plus. Il y a un certain nombre d'outils de communication, des newsletters, des groupes WhatsApp qui arrivent également. Euh, les caves sont également équipées pour les relations clients avec Laval et pour le e-commerce. En revanche, on a assez peu d'outils pour l'optimisation des consommations d'eau, d'électricité, d'énergie, comme on peut le voir, ou l'optimisation de l'organisation de la chaîne logistique ou l'optimisation de la chaîne de production. Donc, on voit globalement des outils qui sont pas mal liés aux apports, à la communication interne, à la commercialisation, et beaucoup moins pour l'optimisation des consommations. Alors, on a aussi repris les motivations et les freins. En ce qui concerne donc les motivations, ce qui est exprimé en premier, c'est le manque de compétences numériques par rapport à ce qui arrive en second, la complexité d'utilisation des outils. Il y a aussi un certain nombre de caves, puisqu'ici c'est en nombre de caves, hein, c'est pas des pourcentages, qui ne voient pas d'intérêt spécifique aux outils numériques, qui ne perçoivent pas d'intérêt, un petit peu moins qui se plaignent du coût des outils, de la disponibilité en équipement numérique, et puis soit assez peu qui se plaignent que les outils sont peu adaptés, ou qui se plaignent aussi de la sécurité des données. Donc, si on synthétise, on voit bien que la motivation, elle est liée principalement à la réglementation. Ah oui, pardon. Ah, il y a un petit problème, oui. Et par contre, les freins sont liés au manque de compétences face à la complexité des outils numériques. Donc, il y a du travail pour les spécialistes. On a posé une question aussi sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet qui arrive un peu partout, hein. Et donc, est-ce que tu peux mettre le petit... Donc, il y a pratiquement un quart des coopératives qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est que c'est principalement pour des fonctions donc d'administration et de commercialisation. Il y en a assez peu pour la vinification, assez peu pour la logistique ou pour le stockage et le conditionnement. Voilà, donc ça, c'était l'innovation numérique. Alors, je reviens pour traiter la partie sur l'innovation organisationnelle. Donc, je vais la traiter en trois points principaux. Donc là, en premier, je vais traiter le sujet de la restructuration. Donc là, on a 15% des caves qui ont eu recours à un changement organisationnel au cours des 3 dernières années. Donc là, c'est essentiellement des fusions. Euh, donc là, d'ailleurs, on a eu l'occasion, comment dire, donc étaient certains caves fraîchement fusionnés. D'autre part, on a certains, donc un nombre moins important que celui du fusion, qui ont eu des changements de forme juridique vers la forme SCIC ou SICA, etc. Donc là, concernant la diversification des circuits de commercialisation, donc 3 caves sur 4 ont diversifié leur circuit de commercialisation, dont 42% qui l'ont fait depuis moins de 3 ans. Donc là, cela peut être expliqué par les difficultés de mise en marché. Donc là, le troisième point, c'est la difficulté d'attraction des nouveaux salariés et des nouveaux adhérents. Donc là, si on commence par les salariés, donc on a trouvé que 2 caves sur 3, ils sont en difficulté de recrutement de salariés. Donc pour s'adapter, les 2 tiers proposent des meilleures conditions de travail. À peu près la moitié, ils proposent des avantages financiers et un quart, ils mettent en avant leurs actions RSE. Et d'autre part, on a une cave sur 2 qui ont dit qu'ils sont en difficulté pour attirer des nouveaux adhérents, pour s'adapter. 70%, ils ont dit avoir proposé des services supplémentaires et 61% proposent des accès facilités du genre période d'essai, par exemple. Donc, je pense que c'est bon pour la partie innovation.
Et là, c'est à vocation. Oui. Alors, il y a une question dans le chat de la part de Pauline Brémond qui nous demande sur la partie innovation variétale, quelle est la définition d'une nouvelle variété qu'on a retenue dans l'enquête? Est-ce qu'on a considéré les cépages anciens comme de nouvelles variétés, par exemple le Vermentino? Oui, 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 je peux répondre. Donc, oui, oui, effectivement. Donc là, quand on a posé certaines questions, surtout celle sur l'attitude de la cave par rapport au nouveau cépage, on a posé une question en disant, bah, est-ce que vous pensez à utiliser, comment dire, des cépages locaux anciens? Et là, le résultat qu'on a eu, comme j'ai présenté, on a eu, bah, je vais juste voir le chiffre précis. Comme ça, je ne dis pas des choses pas trop précises. Voilà, donc 2 caves sur 4. Donc, ils disent envisager d'utiliser comment dire, du nouveau anciens cépages, donc des cépages locaux qui sont mieux adaptés au changement climatique, mais surtout au changement climatique. Donc, pour les variétés résistantes, donc plutôt ils parlent des nouvelles variétés de type résidure, etc. On est à votre écoute pour d'autres questions. Ah, J'ai une nouvelle question de Pauline Brémond. ouais. Est-ce qu'il y a des innovations sur les porte-greffes aussi? Ah oui, donc euh, oui, effectivement. En plus, bah, cette question-là, bah, on l'a eu durant le dernier webinaire pour le Calais. On a eu la même question. Mm. Oui, bah, je pense qu'on a un élément sur l'enquête. On a posé la question, est-ce que vous êtes en train de faire de la sélection des porte-greffes? Donc là, bah, j'ai pas les statistiques, comment dire, à disposition, mais je pense quand on va traiter le sujet plus, comment dire, plus en profondeur, je pense qu'on va bien parler, comment dire, des porte-greffes, donc de la sélection des porte-greffes. Et si on peut si je peux compléter sans que ça soit quantitatif non plus, c'est justement parce qu'on a passé, on a eu une batterie de questions sur depuis combien de temps faites-vous de la sélection de porte-greffes, de la sélection clonale, etc. Et on verra aussi s'il y a un effet un petit peu d'habitude en fait dans l'innovation à différents niveaux qui a pu amener aux innovations variétales, par exemple sur les porte-greffes ou autres. Mais ça, on n'a pas de chiffre pour l'instant. Je vois une question d'Olivier Oulès. Donc, Oui, y aller. Oui. bonjour Louis-Antoine. Voilà, vous avez fait un travail très complet sur un ensemble d'innovations, mais je voulais savoir si vous avez travaillé aussi sur les innovations de modification de pratiques culturelles que je vois pas à l'intérieur. Je pense à tout ce qui peut aller, on va dire, vers grosso modo un objectif final qui serait la permaculture viticole, mais des choses très simples qui peuvent être tout simplement l'énerbement, qui peuvent être le maintien des haies, et tout ça. Alors peut-être que j'étais pas là, je suis désolé, j'ai pas vu j'ai pas pu assister au premier quart d'heure, donc peut-être que vous avez passé ça dans le premier quart d'heure. Alors, ça va, Leïla, je pense ça que va arriver tu peux par la répondre. suite. Hmm. Tout ce qui est performance durable, il y aura quelques réponses, effectivement, Oui, D'accord. à ce niveau-là, dans la partie qui va arriver. Ok, d'accord. mais effectivement, on n'a pas traité ça pour l'instant. Donc, tu es arrivé au bon moment. Il y aura quelques éléments, par exemple sur la biodiversité. Ouais. Juste pour Oui. revenir sur la question de Pauline, bah, j'ai rapidement ouvert le document sur les statistiques. Donc, j'ai trouvé que environ 10% des caves enquêtées qui font de la sélection de porte-greffes. Et là, je suis sûr qu'il y aura des différences d'un bassin à l'autre. Donc, on va traiter après. Hmm. Donc, ça fait une vingtaine de caves, quoi, en fait, à peu Ouais. près. Et Il y a on va d'autres questions? continuer. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Je vais faire le Oui. partage d'écran, que je ne me trompe pas. Voilà, donc il s'agit maintenant donc des stratégies de la performance durable. C'est bon, donc on peut passer à la diapo suivante.
Voilà. Alors, en ce qui concerne donc tout d'abord la politique, les politiques et les labels, on a constaté que 42,5% des CAV ont un projet stratégique en RSE, dont parmi ces 42, il y en a près de 18%, ce projet date de plus de 3 ans. Alors, si on prend dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y en a 25% qui ont un projet plus récent de moins de 3 ans. 14,4% des cadres ont un service RSE développement durable, dont 5,3% de plus de 3 ans, donc plus anciens, ce qui veut dire encore une fois que la majorité, c'est-à-dire 9,1%, ont un projet, enfin un service RSED2 qui date de moins de 3 ans. Un quart qui produisent un rapport, mais seulement 7, ce qui veut dire là aussi que 17% le produisent depuis moins de 3 ans. C'est donc un phénomène récent. On peut espérer que ça va s'accentuer. Et ce rapport RSE, il y en a près de 12% qui le publient sur le web au moins, enfin une fois par an, parfois moins également. On a le détail, mais... Alors, ensuite, il faudrait peut-être la question aussi à côté, s'il te plaît, y aller. Pardon? Ah non, Oui. oui, 14% des CAV ont une commission RSE développement durable, 8% depuis plus de 3 ans. Donc cette fois-ci, c'est plus ancien que pour les autres, puisqu'il n'y en a que 6% pour lesquels c'est de moins de 3 ans. Et la composition dans cette commission RSE développement durable, il y a majoritairement des salariés, donc là c'est le nombre de CAV. Ensuite, certains ont des adhérents non administrateurs ou des externes, à peu près à égalité avec des salariés et personnalités extérieures, et un nombre plus faible dans cette commission comprend des adhérents non administrateurs, mais la majorité sont surtout des salariés, des commissions de salariés. On a étudié également la distribution des labels et des certifications. Alors, sans surprise, on voit que le label le plus distribué, donc c'est HVE. Ensuite, on a bio. Alors, bio, on a des surfaces, mais là, on ne les a pas présentées, ni pas encore calculées d'ailleurs, mais on pourra avoir des surfaces. Ensuite vient Terravitis, 18,5%, Vigneron engagé, 8,8%, assez peu Agriconfiance et encore moins, mais ça, là aussi, c'est pas surprenant, Biodynamie, avec 3,7%. Il y a également d'autres labels et certifications, hein. Donc, il y a HACCP, là aussi, c'est pas étonnant. C'est presque ceux qui ne l'ont pas qui sont étonnants ou qui ne disent pas l'avoir, 88%. Et puis, ben, très nettement en dessous, on a donc le label de management de la qualité, la ISO 9001. On a le label engagé RSE, donc pour les entreprises, donc 10%. IFS aussi, pareil, hein, pour 10% environ. Ensuite, à peu près à égalité toujours, le label ISO 22000, management de la sécurité des denrées. Et puis, ben, en proportion plus faible, on a BRC, qui est souvent, donc IFS et BRC sont souvent exigés, vous le savez tous, par les clients. Et puis, alors, en très faible proportion, 3,3%, donc on a le label, la certification ISO 14000 de l'environnement, management environnemental. Donc assez peu, hein, encore une fois, de management environnemental. En matière d'environnement, toujours en termes de performance durable, donc on a 86%, les coopératives déclarent 83%, avoir 83% d'emballage recyclé. En revanche, en matière de politique de maîtrise de la consommation d'eau, de maîtrise de la consommation d'énergie, on a environ un peu plus de 70%, 75 puis 73%. Ce qu'on constate également, je ne vais pas passer le détail, il y en a quand même 42,6% qui déclarent avoir des panneaux photovoltaïques et valoriser leurs déchets. En revanche, si 83% disent avoir, enfin c'est le pourcentage d'emballage recyclé, seulement un tiers appartiennent à un réseau de recyclage
Et on a près de 20% seulement qui ont déjà réalisé un bilan carbone, donc qui déclarent avoir réalisé un bilan carbone, des coopératives. Donc c'est aussi un résultat intéressant. Alors, autres outils, c'est là aussi qu'on va arriver à notre biodiversité. Donc, il y en a assez peu qui déclarent détenir des outils de séquestration du carbone. Avoir expérimenté des modèles de conduite de la vigne qui diminuent les intrants, il y en a quand même plus, hein, il y en a un tiers. Près de la moitié qui déclarent avoir un plan d'action collectif au vignoble. Et puis 73%, donc près des trois quarts, qui déclarent avoir des actions en faveur de la biodiversité. Et ces actions sont... Voilà, donc la plupart, alors ça c'est encore des nombres de cas, il y en a près de 140 qui déclarent avoir des actions en termes d'enherbement, près de 120 qui déclarent que des haies ont été plantées. Ensuite, on arrive à peu près 80, pas pour cent, ce sont des nombres, 80% de cas qui déclarent avoir des ruches ou des nichoirs en matière de biodiversité. Alors, au niveau donc social, donc vis-à-vis des adhérents, on a près de 81% des cas qui ont déclaré apporter des aides financières aux adhérents, qui sont donc des avances de trésorerie hein, pour 92%, des aides financières spécifiques pour les jeunes agriculteurs, un peu plus du tiers, ou bien spécifiques pour les nouveaux arrivants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, donc près de 36% aussi. Des aides spécifiques pour la transition en agriculture biologique pour un quart. Et puis, il y en a à peu près, pas tout à fait 20%, qui déclarent avoir des actions pour favoriser l'accès au crédit de leurs adhérents. Toujours vis-à-vis des adhérents, donc il y a un tiers, pas tout à fait un tiers, qui réalise une enquête de satisfaction, qui déclare avoir réalisé des enquêtes de satisfaction des adhérents. Il y en a à peu près 12% qui déclarent verser aussi des intérêts sur les parts sociales et assez peu, hein, 6,4%, qui annoncent distribuer des dividendes des filiales à leurs adhérents. Oui. Alors, on a vu qu'il y avait des problèmes pour les jeunes adhérents. Donc, il y a quelques mesures spécifiques pour l'inclusion des jeunes adhérents. Donc, il y a environ 38% des caves qui ont déclaré avoir des mesures pour l'inclusion des jeunes adhérents. Donc, il y en a une partie, donc avoir une politique volontariste. Il y en a à peu près plus de 50, hein, pas tout à fait 60, mais qui accompagnent les adhérents donc, à la reprise dans le cadre familial. Il y en a également un petit peu moins qui déclarent accompagner les adhérents dans la enfin, les jeunes adhérents dans la reprise des exploitations hors cadre familial. Et enfin, il y en a quand même un certain nombre, un petit peu moins de 50, qui déclarent réaliser du portage de foncier. Il y a également, donc, on avait posé la question des mesures pour l'inclusion des femmes, en faveur de l'inclusion des femmes. Donc, il y en a là aussi 38,4% qui déclarent avoir des mesures en faveur de l'inclusion des femmes. Alors, il y en a 23, c'est au niveau des adhérents, 23 caves, hein, pas pour cent. 33% justement qui déclarent avoir des mesures au niveau des instances de gouvernance. Par contre, on n'a pas le détail de ces mesures et je pense qu'on n'aura pas. 36% qui déclarent avoir des mesures en faveur des femmes au niveau des salariés et 15 cas, c'est pas des pourcentages, pardon, c'est toujours des nombres, et il y en a 15 qui déclarent faire un suivi de la parité également. Alors, en faveur des salariés, donc il y en a plus de la moitié qui ont un plan de gestion des emplois et compétences, un plan prévisionnel, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y en a près de 40% qui font des enquêtes de mesure de la satisfaction des salariés. Il y en a aussi près de 30% qui ont un groupe de travail, qui déclarent avoir un groupe de travail
sur l'amélioration des conditions de travail. Et enfin, il y en a près d'un quart qui pratiquent l'intéressement des salariés aux résultats. Voilà, donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Là, je suis avec ICIAR aussi, qui a quand même beaucoup contribué à cette partie. Oui, oui, oui. Bon, merci Leïla pour ta présentation. Donc là, on a déjà une question de la part d'Elisabeth. Donc, donc là, la question, c'est que recouvre l'appartenance à un réseau recyclage? Mais c'est le fait d'adhérer à un réseau de recyclage, qui n'est pas le cas pour toutes les caves. Je ne sais pas si ICIAR, si tu as d'autres précisions sur cette question. Oui, la question c'était s'il faisait partie d'une association euh, qui, qui a- qui avait des actions pour recycler surtout les bouteilles, non? Et ça, c'est un des résultats. Et l'autre question était sur le recyclage des différents parties dans le processus de conditionnement, par exemple, des étiquettes, des matériaux comme ça. Alors, on n'a pas présenté non plus tous les résultats, parce que là, on y sera encore très tard. Il y a Sébastien qui a une question qui demande cela dépend de la taille des structures. Sébastien, je te laisse la parole pour mieux expliquer ta question si possible. Un instant, Sébastien. Ok, Sébastien. Oui, Sébastien, vous voulez la parole? Oui, ok, vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, en effet, je suis surpris de la taille, enfin du nombre de structures qui ont des engagements RSE, presque 25% et tout ça. Et je voulais savoir s'il y avait des différences de taille de structure, ou si c'était plutôt des grosses structures qui avaient des engagements RSE ou des structures qui faisaient plus de conditionnés. Voilà, si vous aviez déjà commencé à regarder à l'intérieur de ça. Non, on n'a pas encore croisé les variables, mais ça fait partie justement des choses qu'on envisage de faire, de préciser un petit peu, puis voir aussi, même si la localisation, le bassin de production peut avoir. Ouais. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on va croiser, mais dans un premier temps, on a fait, surtout sur cette question-là, où il y avait énormément de questions, on a fait juste une analyse variable par variable. C'est extrêmement intéressant, hein, bravo. Et je pense qu'on va pouvoir creuser encore plus pour voir les typologies en fait des acteurs. Ouais. Oui. Bah là, sur le chat, bah, il y a plus de questions. Donc, si vous avez encore des questions, bah, soit vous les notez directement sur le chat ou vous prenez directement la parole. Oui, vous pouvez lever la main. On vous donne la parole. Et, des questions, mais aussi des suggestions, non? Par Mm. exemple, la suggestion qu'a fait Sébastien sur l'intérêt de croiser toute la partie responsabilité sociale de l'entreprise avec la typologie des coopératives, ce sont des choses qu'on peut prendre en compte pour faire le croisement des variables. Oui. Tout à fait. Moi, je peux rajouter que, ben, effectivement, enfin bon, faut le dire pour la suite dans peu de temps, mais on n'est qu'au début hein, de l'analyse de toutes ces données et qu'effectivement, peut-être, moi, je trouverais particulièrement intéressant, au-delà de l'approche par bassin qui est déjà extrêmement intéressante, de voir s'il n'y a pas une typologie, des stratégies d'entreprise au-delà des bassins de production qui peuvent se dessiner. Je dirais même en lien avec des structures de second niveau dont on n'a pas parlé, avec les unions, hein, notamment les SICA, les unions, les structures de second niveau qui existent, sur lesquelles aussi on fera une restitution particulière, puisqu'on va traiter cette information-là également. Il n'y a d'autres questions, ben voilà, je pense que il est Et temps de là, est-ce conclure. que je peux faire un commentaire, un commentaire? Oui, oui, oui. Oui, et c'est sur la partie performance durable. Moi, ce que je voulais signaler, c'est que des bénéfices aussi, un des bénéfices de l'enquête, c'était aussi de repérer les coopératives qui sont réalisées des bilans carbone, parce que avec cette information, on a pu
procéder à une des activités du projet, que c'est de faire l'analyse des cycles de vie organisationnels. Et ça va être la première fois que cette méthodologie d'analyse des cycles de vie organisationnels sera appliquée en coopérative. Donc, c'est déjà une innovation du projet. Oui. Et on peut aussi dire que une des caves d'ailleurs qui est présente ici est en train de déployer aussi la méthode Urbal, qui est une méthode plutôt comment dire, qui a été développée pour l'alimentation et pour des actions collectives. La méthode Urbal qui est en train d'être développée en ce moment dans une cave. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Leïla, ou pas, je ne sais pas. Il y a Elisabeth qui est là. Ou Elisabeth, oui, surtout. Puis il y a les principales personnes concernées qui sont là aussi, voilà. Mais c'était juste pour dire un mot de la méthode Urbal, mais voilà, parce que je suis pas un spécialiste, donc. Il y a, je crois, Patrice Montagné qui a la parole, qui a levé la Oui. main. Oui, j'ai levé la main. Par rapport, pour compléter ce que disait tout à l'heure Sébastien, je pense que ce qui sera intéressant sur la typologie des entreprises qui ont mis en place la RSE, c'est aussi de croiser avec le type de marché qu'ont Mm. ces entreprises-là. Mm. Savoir est-ce que c'est celles qui font peut-être le plus de conditionnés qui l'ont mis en place, que celles qui auront peut-être une préférence sur le vrac. Je ne sais pas, hein. Je veux pas du tout euh, donner un résultat, mais je pense que ce serait intéressant de corréler aussi en fonction certainement du besoin des parties prenantes avec lesquelles ils travaillent en direct ou pas. Je pense que ce serait intéressant de croiser aussi ça. Mm. Ok, il y a aussi Elisabeth à qui je passe la parole. Elisabeth, vous pouvez Oui, parler. oui, oui, je suis là, je suis là. Oui, ben, c'était pour rebondir effectivement sur Urbal, qui semble tout à fait adapté, puisqu'il y a l'enjeu du collectif qui est très présent au niveau des caves coopératives. Et pour moi, l'idée, c'est quand même d'aller voir comment finalement toute cette gouvernance interne qui intéresse plusieurs typologies d'acteurs, hein, que ce soit les coopérateurs, les administrateurs, les salariés, finalement, cette culture du collectif, comment elle peut être étendue plus largement à d'autres parties prenantes donc externes à la cave, mais qui ont aussi effectivement probablement un rôle à jouer dans les questions de performance durable des caves coopératives. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on va organiser cette évaluation Urbal. Voilà, alors tout le monde ne te connaît pas, Elisabeth, et d'ailleurs on aurait dû mettre à nouveau ta photo, elle est venue pour la gym, on ne l'a pas fait ici. Donc Elisabeth Mouchot, qui est en formation et surtout en stage, bon, on peut le dire, où, hein, enfin je pense que c'est pas un secret, Pas du tout, hein. Chez Dombrial, et qui développe effectivement pendant 5 mois la méthode Urbal au niveau de cette cave. Voilà. Merci Louis-Antoine. C'est normal. Puis on vous voit pas, mais bon, voilà, on vous entend. Euh, On peut donc poursuivre s'il n'y a plus de questions. Pas de questions. Allez, on va faire la conclusion donc. En guise de synthèse et de conclusion, je pense que vous avez compris qu'il y a une diversité importante de situations et de trajectoires par bassin. Là, on le voit mieux que dans le côté qualitatif où c'était un peu plus général. En fonction de la taille, on l'a dit plusieurs fois, en fonction certainement des orientations stratégiques au niveau de la production, de la commercialisation, de la durabilité et donc pourquoi pas effectivement des démarches RSE, des capacités d'innovation et aussi il y a des adaptations différentes et des problématiques différentes par rapport au changement climatique. Tout ça, ça invite à analyser en profondeur les formes de gouvernance, les stratégies, ainsi que leurs liens avec les types d'innovation. Vous avez vu, il y a quand même des innovations très variées qui sont mises en avant, et aussi la dimension de la performance durable. Et puis à élaborer, donc ça va être notre travail aussi,
des indicateurs qui sont pertinents, qui permettent de mesurer la performance coopérative au niveau de la durabilité, je dirais dans ces 4 dimensions, hein, les 3 qui sont classiques, l'économique, l'environnemental et le social, mais aussi la partie gouvernance. Et donc ça, c'est quelque chose de particulièrement important auquel on va s'atteler. Les prochaines étapes, même s'il n'y a pas de date encore de fixée, il y aura, alors certains nous ont posé déjà la question la dernière fois, et puis cette fois-ci, des synthèses et des vidéos. Alors pour le premier webinaire, c'est quasiment bouclé, donc ça, vous l'aurez très bientôt, que ce soit des vidéos courtes ou longues, et puis une synthèse écrite de quelques pages, et ce sera la même chose pour ce webinaire-ci. Il y aura d'autres rendez-vous en 2025-2026 concernant la restitution des résultats sur les structures de second niveau, donc que j'ai abordé tout à l'heure, Union et SICA, ainsi que des analyses thématiques approfondies voilà, sur les résultats de l'enquête. Par exemple, on a parlé des adhérents du sociétariat, je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Voilà, il y a d'autres thématiques, je pense. D'ailleurs, si vous voulez les suggérer, on peut en parler tout de suite, qui seront proposées en fin d'année et au cours de l'année 2026. Conférence au TTV, normalement, en novembre prochain, 2025. On a commencé à l'évoquer avec nos partenaires, très certainement des ateliers de réflexion, des présentations personnalisées par bassin, territoire, groupe. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les demandes, mais enfin, aller de manière plus personnalisée dans le détail, à la fois dans l'analyse et dans la réflexion pour l'avenir. Et puis, de notre côté, tout un travail donc, de mise en place d'indicateurs et de recherche économétrique, statistique, sur les liens complexes entre gouvernance, innovation et performance durable. Donc, on a du pain sur la planche, mais aussi des données extrêmement intéressantes, à la fois à vous restituer en termes d'analyse, et nous aussi pour notre travail de recherche plus académique à analyser dans les prochains mois. Je pense qu'on peut tous vous remercier d'avoir assisté, participé, posé des questions, et même à tous ceux qui étaient là, les CAF, puisqu'à chaque fois, on vous envoie les informations, à tous ceux qui ont participé, à la fois aux entretiens, aux enquêtes, et aux structures qui nous ont soutenus, encore une fois, le HCCA, l'ANR et l'Agence nationale de la recherche, bien entendu, qui est une seconde structure qui s'appelle l'ANR, mais qui nous finance au niveau de cette démarche, les fédérations régionales qui ont participé, la Fédération nationale vignerons coopérateurs de France, et toutes ces bonnes volontés. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question. D'accord. Et vous attendez les prochaines étapes. Ça, c'est notamment, je pense, Dombrial qui le dit. Merci à vous tous et à bientôt pour de prochaines présentations et surtout réflexions ensuite pour l'avenir de la coopération viticole en France et dans certains bassins. Nous l'espérons. On pourra vous apporter matière à réflexion aussi à ce niveau-là. Voilà. Et merci beaucoup à toute l'équipe. Encore une fois, bien entendu, à Philippe au premier rang qui nous a aidé énormément à bâtir cette communication et cette présentation et par le passé, on espère aussi pour le futur. Merci à Yalé, à Mohamed, à Leïla, à Issiar et à tous ceux qui œuvrent pour ce projet. Voilà, c'est vraiment un travail collectif. En tout cas, merci à vous tous et rendez-vous maintenant plutôt après les vendanges pour certains. Et sinon, avant ça, on vous enverra, on vous communiquera notamment la synthèse du premier atelier et la synthèse du deuxième atelier qui était aujourd'hui, enfin du deuxième webinaire, pardon, qui s'est déroulé aujourd'hui.